Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver en ce lundi soir. C'est Late et Smart. Et durant une heure, on va tenter de mieux comprendre l'actualité, quelques sujets, en tout cas d'actualité du moment. Économique, mais pas que, avec un prisme économique quand même. De quoi va-t-on parler ce soir? D'abord l'apéritif. On fêtera, entre guillemets, en tout cas on commentera les 20 ans de Love Story. C'était très précisément le 26 avril 2001 que M6, appliquait une recette qui avait été testée un petit peu partout ailleurs, qui était jusque-là tout à fait tabou. Ça a fait un carton 20 ans après. Voilà, qu'en reste-t-il dans la télévision d'aujourd'hui? Ce sera la petite question apéritif. Ensuite, un petit peu plus sérieusement, on parlera vaccination avec un chiffre qui a été franchi ces dernières heures. Ce week-end, semble-t-il, 1 milliard de vaccins, distribués, pour l'essentiel injectés chez les uns et chez les autres. Un chiffre évidemment symbolique, un chiffre formidable, sachant que l'épidémie, elle a à peine un petit peu plus d'un an dans sa matérialisation. Alors effectivement, quelle recette à l'exploit? Je parle d'exploit parce que c'était le quotidien Les Échos qui ce matin titrait l'exploit. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce qui d'habitude prenait des années, non seulement est allé beaucoup plus vite et avec une intensité absolument formidable à l'échelle de la planète, même si évidemment la campagne de vaccination, que ce soit en France ou ailleurs, elle n'en est qu'à ses débuts. Et puis, de façon un peu plus inhabituelle, dans la deuxième partie de l'émission, on ouvrira une petite page cinéma. Nous commenterons à notre façon le palmarès des Oscars. C'était la nuit dernière à Los Angeles, avec en principal vainqueur, triomphateur de la soirée, le film Nomadland, un film réalisé par une réalisatrice chinoise, presque américaine maintenant, mais il est quand même d'origine chinoise. Le film, il s'appelle Nomadland, il est tiré d'un livre, livre éponyme, on dit comme ça, qui a le même, qui a le même nom. Ça parle des travailleurs nomades aux États-Unis, et notamment plutôt en bas de l'échelle, nomades parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qui ne sont non pas sans abri, mais qui sont sans maison, qui se déplacent dans leur camping-car et qui vont travailler à droite, à gauche. Alors, bientôt chez nous, pour l'interrogation, ce sera le titre de ce deuxième débat. On nous dit que tout ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous après. On verra s'il y a des raisons d'imaginer et pourquoi que ce sera le cas avec cette espèce de nouveau nomadisme aux États-Unis. Alors pour parler de ces sujets, à ma droite, Lénaïque Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes fondateur de Cocoon, c'est dans l'immobilier. François Candelon, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Directeur associé au BCG, vous êtes le directeur au niveau global du BCG Anderson Institute, qui est le think tank du BCG. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout de suite, la question apéritif. Ça rappellera peut-être des souvenirs à un certain nombre d'entre vous. Le 26 avril 2001, regardez, c'était ce matin, une dépêche AFP, M6 lançait Love Story, aussitôt accusé de tous les maux. 20 ans plus tard, la télé-réalité est devenue un pilier du PAF. Le PAF, c'est le paysage audiovisuel français, bien sûr. Le regard du point, c'est retour sur un tourbillon médiatique à l'époque, en l'occurrence. Le regard de l'INA où on peut retrouver les épisodes de Love Story. Entre guillemets, je peux pas m'en passer, j'adore ça. Donc ça, c'était les témoignages de téléspectateurs à l'époque. Il y a 20 ans, Love Story entrait dans nos vies, véritable phénomène de société et marqueur d'une nouvelle télévision, la télé-réalité. Donc, l'expression est entrée dans le langage courant à cette occasion. Il y a 20 ans, donc, exactement. Lénaïque Boucher, vous faisiez quoi il y a 20 ans? Est-ce que vous regardiez le Loft Story, c'est un jeu de mots avec le film Love Story, évidemment avec Ryan O'Neal, Ali MacGraw. Souvenir, déjà avant d'essayer de réfléchir à tout ça. Pas fan du tout. Pas fan. Non, trop intrusif et probablement trop basé sur l'ego, le besoin de reconnaissance des acteurs. C'était quelque chose qui me dérangeait déjà à l'époque et. Mais bon, vous en souvenez bien quand même. Bien sûr. François, donc vous n'étiez pas dans le... Si vous voulez, vous n'étiez pas dans « je peux pas m'en passer, j'adore ça ». J'ai pas suivi les épisodes pour savoir ce que devenaient les candidats. D'accord. Vous en avez entendu passer quand il s'est passé des choses dans la piscine, entre Loana et je sais plus, par exemple. Je sais pas quoi. François, votre souvenir déjà, avant de... Mon souvenir, alors j'étais un peu trop vieux pour être totalement dans la cible déjà, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quand vous avez Le Monde qui fait plusieurs unes sur ce phénomène, vous avez le Nouvel Obs aussi qui avait titré, je crois, Génération Stevie. Donc on se rendait compte que ça touchait les modèles d'affaires. C'était une nouvelle page qui s'ouvrait et d'ailleurs ça a été démontré puisque l'équivalent de Loft
Story, on va y arriver, a duré pendant 10 ans et aujourd'hui encore, on voit que cette télé-réalité, des gens comme nous... Ça a bien marché. Il y a eu Secret Story après, ça a très bien marché. Et puis après, la télé-réalité, elle est entrée dans notre vie. Elle est peut-être un petit peu moins basique, un petit peu moins trash aujourd'hui. C'est les Top Chef, ce sont des trucs comme ça, mais c'est la capacité à s'identifier. Sur Énergie 12. La capacité à s'identifier à des personnes qui finalement vont devenir des influenceurs de notre vie. Voilà. Oui, le grand truc, c'est les anonymes, en fait. Ce qu'a inventé, entre guillemets, Love Story, toute cette télé-réalité à l'époque, il y a 20 ans, c'est de mettre en scène, de starifier, de glorifier des kidams, des anonymes qui, du jour au lendemain, ne sont plus anonymes, mais qui n'ont pas mérité, autrement que par un casting comme ça, le fait d'arriver dans les petits écrans. Les anonymes, on voit ça aujourd'hui, vous citiez les influenceurs, c'est d'une certaine manière les héritiers, la génération d'après. Oui, je suis d'accord. Ça permet l'identification, comme vous l'avez dit, et mine de rien, c'est aller en même temps que tous les réseaux sociaux, en fait. Donc du coup, la personne qui était star, anonyme, mais qui est obligée d'avoir des likes et d'être supportée pour rester, parce que à la fin c'est le vote du public quand même. Du coup, ça développe aussi cet ego business pour en faire des influenceurs. Alors moi, je vois ça d'un œil positif aujourd'hui parce que du coup, avec les influenceurs, on fait beaucoup de choses en ce moment. Et là, on vient de faire un partenariat avec... Votre boîte, d'accord. Oui, vous utilisez les influenceurs comme vecteur de communication. Oui, parce que pour ceux qui nous ressemblent, qui ont le même socle de valeurs, et en l'occurrence qui partagent la valeur du rire, nous, on bosse avec une asso là, qui s'appelle Grosse Prod, et qui fait du stand-up. Et du coup, nous, ces artistes de stand-up, on les a à la fois dans les programmes de formation de la Cocoon Academy, mais aussi dans nos petits épisodes de communication. Et finalement, on exploite cette ressemblance qui a eu lieu. Par exemple, tiens, j'ai eu une galère dans ma recherche immobilière, je la mets en rire, ça fait une scénette, et du coup, ça touche les gens, et finalement, les gens se retrouvent dedans. Donc finalement, on n'est pas très loin du côté ridicule de ces émissions de l'époque, mais du coup, tourné pour nous avec un sens, un impact social. Donc, quelque part, on le récupère aujourd'hui. Mais au-delà des anonymes, il y avait aussi une innovation dans les modèles d'affaires qui était fantastique. C'est le moment où, non seulement il y a une émission à la télé, mais vous avez des produits dérivés, vous avez des séquences qui sont sur Internet. Donc, les gens, ils sont... Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais Internet commençait déjà à exister très sérieusement. Commençait déjà à exister. Et donc, vous aviez la possibilité d'acheter ceci. Donc, c'était aussi par rapport au commerce en ligne, par rapport à, comme je disais, aux produits dérivés. Il y avait déjà pas mal de choses qui ont été évidemment creusées, mais reconnaissons, ça a été une innovation absolument remarquable. Oui, et puis il y avait une mutualisation du truc, y compris à la télé, puisqu'il y avait à la fois une quotidienne en access, donc par définition quotidienne, donc tous les jours, une émission hebdomadaire en prime time, effectivement le grand rendez-vous, plus une chaîne dédiée 24 heures sur 24 sur le satellite et le câble avec les caméras du Loft. Et puis il y a l'interaction. Ça, il n'y a plus. L'interactivité, c'est-à-dire je joue, je vote pour qui va sortir à la fin de la semaine. Je gagne un truc, il y a des jeux, toute cette interaction avec le public, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Gamification, comme on dit en français. En bon français. En bon français. C'est vrai. Allez, on reviendra dans l'audiovisuel tout à l'heure, en deuxième partie, de façon un peu plus sérieuse, mais on fera une petite page cinéma, puisqu'on commentera le palmarès des Oscars. Tout de suite, on revient à des sujets presque plus sérieux avec la vaccination et ce cap franchi du milliard de vaccins distribués. 1 milliard de vaccins, quelle recette? Le nombre de doses, figurez-vous, le nombre de doses distribuées de vaccins dans le monde est passé... il y a une forte accélération, est passée en un mois de 500 millions à 1 milliard, d'après le tracker Covid-19 de l'agence de presse américaine Bloomberg. On a franchi ces derniers jours ce cap de 1 milliard. C'était du coup la une du quotidien Les Échos. Regardez ce matin, ils ont appelé ça l'exploit. Et le directeur du quotidien, en poussant la une de son journal, commentait ce matin, Nicolas Barré, ce milliard de doses de vaccins anti-Covid administrés en 4 mois est un exploit scientifique, technologique, humain, époustouflant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à effectivement ce chiffre, à la nature, qualifier la nature de l'exploit. Justement, tiens, scientifique, technologique, humain, d'abord. Là, dans quel ordre, selon vous
Lénaïque Boucher, cet exploit, déjà, est-ce que c'est un exploit selon vous et voilà, dans quel ordre? Est-ce que c'est d'abord scientifique, d'abord technologique, d'abord humain, d'abord industriel? Parce qu'il y a une notion de production qui est quand même déterminante dans Je cette... ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on appelle, nous, dans les startups, la scalabilité. C'est-à-dire que ça démarre... La ça montée, démarre au début, la capacité de monter en puissance. charge, Ouais, la monter en montée en puissance. charge. Et là, ça s'accélère beaucoup. Donc, on voit bien que les coefficients sont bien plus importants. Et ça veut dire que chacun a démarré sa production industrielle et est capable de délivrer. Donc, c'est pour moi quelque chose de très industriel, avec ce petit composant de test and learn. Parce que, pardon pour les anglicismes, mais j'essaye et je corrige, où on voit qu'il y a des essais et puis il y a des petites corrections, et parce qu'on n'a peut-être pas fait toutes les phases qu'on faisait d'habitude. Donc, un exploit aussi un petit peu scientifique, puisqu'on on teste en même temps qu'on lance, quoi. Voilà. Exploit, exploit multi Alors, multi à de nombreux étages. D'abord, je pense que c'est l'exploit du multilatéralisme. Parce que reconnaissons que si on a été capable, d'un point de vue scientifique, de s'en sortir, c'est parce que tout le monde a coopéré, que ce soit les labos pharmaceutiques des différents pays, les scientifiques des différentes universités, etc. Et ce qui fait que, je vois, j'en discutais avec... Même les Chinois, même s'ils ont mis un peu de temps, finalement, ils ont donné les informations qui ont permis d'accélérer. Donc, il y a eu au niveau notamment scientifique, un partage d'informations qui a été extraordinaire et qui montre que pour régler ces problèmes-ci, ces problèmes qui sont des problèmes mondiaux, soit on y arrive ensemble, soit on perd. Donc ça, je pense, c'est un premier exploit qui est un exploit de coopération. Le deuxième point, c'est un exploit, je dirais pour moi, d'organisation. C'est-à-dire, comme vous le disiez, on a été capable d'avancer, de faire beaucoup de paris. C'est-à-dire que la question, ça a été d'abord de se poser, OK, on ne sait pas ce qui va gagner, mais si on en fait, on pousse et on investit dans des solutions de type différent, il y en a bien un qui risquera de s'en sortir, parce que le critère essentiel, c'est celui de la vitesse à laquelle on va en avoir qui fonctionne. Donc vous avez cet élément-là, et puis vous avez, comme on a dit, utilisé des raccourcis en mettant les personnes dans, par exemple, de la FDA, les États-Unis les ont mis avec les laboratoires pour qu'on puisse en temps réel réduire de manière très significative le temps de développement. Et puis derrière, on a pris aussi des risques industriels, puisqu'on a investi dans des capacités de production alors qu'on ne savait pas si les vaccins allaient fonctionner. Donc je pense que c'est cette capacité à régler ensemble les problèmes et à prendre ensemble des risques qui a été un véritable succès. Alors maintenant, reconnaissons... Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, tout ça, ça a eu lieu? Effectivement, pour aller dans votre sens, il y a un chercheur de l'Institut Montaigne qui est cité dans le papier des Échos ce matin, qui dit effectivement, voilà, la recette a été, c'est un peu ce que vous racontiez, a été l'alliance de la recherche, des startups et des grands groupes pharmaceutiques. Les clusters de recherche comme celui de Mayence en Allemagne avec BioNTech et Pfizer ont trouvé une solution totalement innovante et rapide. C'est une leçon pour l'avenir. Voilà, ce regroupement entre la petite structure start-up innovante, gros industriel, structure de recherche plus universitaire. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, alors encore une fois, la pandémie est très spécifique, déjà parce que c'est une véritable pandémie mondiale. Est-ce que c'est quand même pas aussi, pour être un peu cynique, parce que c'est une maladie qui a touché les pays riches? Alors, de toute façon, il faut que ça touche les pays riches pour qu'on s'en occupe. Oui. Je pense que si vous prenez le tsunami en Thaïlande, s'il avait eu lieu en dehors des vacances de Noël, je ne suis pas sûr qu'on en aurait parlé autant. Il y en a qui se passent en Asie, qui se passaient bien avant celui-ci. Mais donc, vous avez raison, à partir du moment où ça touche les pays riches... J'ai entendu vacances de Noël avec des touristes occidentaux. Avec des touristes étrangers, oui, avec des touristes étrangers. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais reconnaissons malgré tout que lorsqu'on a un véritable problème mondial, on s'en sort. Rappelez-vous le trou dans la couche d'ozone. C'est un problème que l'on a réglé rapidement. La pandémie, on avance. Alors, on n'a pas fini. Le trou dans la couche d'ozone, on a identifié les gaz de CFC, de mémoire, c'est ça, effectivement, qui ont été bannis assez rapidement. Et donc, le problème n'en a plus été un. Mais je pense que ce qui m'ennuie un petit peu aujourd'hui, c'est que autant on a vu les sachants se mobiliser et trouver des solutions assez rapides pour y arriver. Autant aujourd'hui, quand on regarde la distribution, quand on regarde le fait que ce sont les pays riches qui monopolisent quasiment, je dirais, les inoculations, là, on rentre dans un problème qui est différent. Et pourquoi j'opposais, entre guillemets, alors je sais que c'est pas à la mode, les sachants aux gens de bon sens, c'est que pourquoi les politiques bloquent-ils les vaccins? Pourquoi est-ce qu'on n'exporte pas dans les pays pauvres? Les politiques, ils répondent à leurs opinions, puisqu'ils ont été élus. À leurs opinions. Exactement. Et c'est contre-productif, parce que collectivement, le monde a plus de chances d'en sortir si 20% de la population mondiale, de manière homogène, est vaccinée,
que si vous avez des poches comme l'Europe et les États-Unis qui sont, elles, quasiment à la comment s'appelle Immunité collective. L'immunité collective, voilà. Excusez-moi, merci de m'aider. L'immunité collective. Donc je pense que là, pour des raisons purement politiques et pour répondre à des opinions, et à des émotions de ces opinions, eh bien, on est en train de mettre le reste du monde, le monde et même les pays riches, à risque. Et en même temps, ça va aller vite parce qu'on sait que dès la fin de l'été, probablement, on sera face à des quantités de doses produites, pour revenir sur la dimension industrielle, qui dépasseront largement les besoins de l'Occident et qui donc vont permettre effectivement... on a sécurisé 2,8 milliards de doses en Europe pour une population de 450 millions d'habitants. Donc... Non, mais ils n'iront pas à la poubelle une fois que si on sait qu'elles repartiront. Lénaïque, qu'est-ce qui fait que selon vous, cette fois-ci, tout ça a bien marché et est allé beaucoup plus vite que d'habitude. Je regardais dans le New York Times, ils ont fait un comparatif entre un tableau prospectif qui avait été établi il y a un an sur How long will a vaccine really take, qui expliquait qu'en théorie, si on regarde ce qui s'était passé, ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans entre la recherche académique, le préclinique, phase 1, phase 2, phase 3, fabriquer les usines, ensuite la production proprement dite, l'approbation par les autorités sanitaires, et ensuite la distribution. Il y avait un graphique, ça pouvait prendre plus de 10 ans si on faisait ça de façon séquentielle. Et que là, cette fois-ci, on a tout fait. Non seulement on a été beaucoup plus vite sur chacune des étapes, mais en plus on a tout fait en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été le déclic selon vous ? Je pense que quand la vie est menacée comme ça, c'est suffisamment tragique pour qu'il y ait une prise de conscience collective très forte. Et effectivement, comme l'a justement dit François, il y a bien eu un partage des connaissances très rapide qui a permis d'optimiser les phases du séquençage. Si vous lancez plusieurs personnes sur différentes phases, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Les progrès de la tech sont tellement incroyables en ce moment aussi, faut se le dire, que le temps s'accélère beaucoup en termes d'innovation. Donc en fait, tout ça fait que à ce moment-là, on va beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans déjà. Ouais. Et du coup, avec cet effort un peu collectif, 160 accords qui ont été passés, parce qu'on n'est pas encore en train de mettre ça dans le bien commun, même si c'est en discussion. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y avait un challenge, il y avait un esprit de compétition qui était permis par la tech. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que ça a été aussi vite, quoi. Plus le fait je pense, de dramatiser. Il y a une communication qui était très dramatique, et plus on parle de mort, plus on parle de guerre mondiale, plus les gens sont prêts à supporter les efforts. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, parallèlement à ça, il y a plein de choses qui sont des efforts qui sont imposés partout. Et pour revenir, je suis un peu moins inquiet, moi, par rapport à ce qui se passe entre le Nord et le Sud, on va dire ça comme ça, de mon côté. Mais pourquoi ? Parce qu'on fait du business maintenant globalisé, quoi. Même si on a pris conscience qu'il y a quand même... Si le Brésil ne réouvre pas ses frontières, c'est cata. C'est cata. Donc, de toute façon, on pourra pas... Il y a une motivation à le faire, ce que vous voulez, y compris cynique, mercantile, capitaliste, ce que vous voulez. C'est ce que, de toute façon... Non, mais c'est Adam Smith, vous le citez tout à l'heure. On le citait tout à l'heure, le père de l'échange... De la main invisible. Voilà. On a besoin d'être dans une harmonie, et c'est vrai que tous les penseurs, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau des accords mondiaux, ils créent du business pour empêcher la guerre, quoi, à la base. C'est pas forcément leur motivation première, mais en tout cas, c'est une conséquence. J'espère partager votre optimisme. Ouais. Je suis un petit peu moins quand je regarde par exemple l'Inde qui bloque la distribution des doses vers l'Afrique, alors qu'ils s'étaient mis d'accord avec COVAX, qui était une très belle initiative. Parce que c'est quand même aussi une démocratie, dès que M. Modi il répond aussi dans son opinion publique. Et comme effectivement la pandémie est en train de repartir de plus belle en Inde, alors que ça s'était calmé au cœur de l'hiver, du coup il ne peut plus justifier le fait d'exporter. Faites attention, parce que là vous êtes en train de dire qu'à partir du moment où c'est une démocratie, on ne peut pas prendre l'ensemble de la problématique une démocratie dans laquelle on est élu, on a effectivement, il y a un sujet vis-à-vis de l'opinion. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés potentiellement peut-être négatifs, en tout cas sur ce type de domaine. Par rapport à la rupture technologique qu'évoquait, les choses s'accélèrent, qu'évoquait Lénaïque, on comprend bien, sans être spécialiste, qu'il y a eu une rupture technologique majeure avec l'ARN messager, etc. Mais ensuite, il y a aussi des vaccins plus traditionnels qui eux-mêmes ont quand même été développés beaucoup plus vite que d'habitude. Manifestement, on a osé des trucs qu'on n'avait pas osé avant. Pourquoi ? Si vous voulez... par rapport à la prise de risque, au principe de précaution, qu'est-ce qui fait qu'on a osé ?
qu'on a pris, pour reprendre un terme cher à la France et aux Français, de la précaution, on a pris moins de précautions quand même, Alors, manifestement. je sais pas... Même les validations étaient plus rapides, les phases de test Les validations ont été rapides. plus rapides, mais vous savez, quand vous regardez Pas un une critique, processus... c'est pour essayer. Non, mais je pense que votre question est une question importante parce que ce n'est pas parce que c'est allé plus vite qu'il y a eu des raccourcis. En fait, ce que l'on voit, c'est que dans tout processus, vous avez un temps effectif qui est en général extrêmement court par rapport à la réalité dont on a besoin. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que là, on a réduit toutes les phases qui n'étaient pas utiles pour se concentrer sur le temps effectif. On avait publié au début des années 90 un livre qui s'appelait « Vaincre le temps », qui était un peu l'ancêtre des re-engineering. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait là? Pour passer de 10 ans à 1 an, on a fait un re-engineering de l'ensemble du processus. Eh bien, il s'avère que demain, sur ces problématiques-là, on n'a pas besoin de 10 ans. Alors, il peut y avoir besoin peut-être d'un peu plus de temps parce que l'ARN messager était une technologie qui existait déjà, donc le temps de développement était court. En développement depuis 10 ans, en fait. Voilà, qui était en développement depuis 10 ans. Il y a un facteur chance qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche fondamentale. Mais revenons à cette notion de processus, de temps utile, pour effectivement, de quoi a-t-on vraiment besoin pour arriver à un objectif? Vous diriez que c'est la première fois, juste une seconde, c'est la première fois de façon aussi manifeste qu'on applique ces techniques ou ces principes de re-engineering à l'univers de la pharmacie, par exemple, qui est beaucoup plus touchy parce que c'est la santé humaine. Je pense que c'est le temps. Alors, c'est pas la première fois. Il y a eu des choses qui ont été faites dans d'autres pays et reconnaissons que ça s'est fait plutôt aux États-Unis ou dans des pays où il y a une culture de l'efficacité qui est autre que celle que l'on peut trouver dans certains pays plus proches. Oui, et pourtant le 1 an, par rapport à la découverte elle-même, de ce que j'ai compris, le vaccin, les mecs qui étaient sur les ARN messagers, ils l'ont trouvé en 3 semaines. Enfin, je dirais, il y a eu un temps de développement ils étaient assez sûrs. Une semaine. Ils étaient assez sûrs d'eux très très vite. Après, il a quand même fallu des étapes de tests cliniques qui sont... Pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Je pensais au lean management qui existe depuis bien longtemps. Le lean management, c'est quoi? C'est zéro déchet. J'élimine tous les trucs qui... C'est zéro stock aussi, ce qui pose d'autres questions en termes de commerce international. Mais... En termes de process, par contre, je pense que c'était très inspirant pour l'industrie pharmaceutique. Et il y a un deuxième facteur, je pense, c'est les milliards. C'est que quand vous avez les gouvernements ou des grosses puissances, type les États-Unis, qui mettent 40 milliards d'un coup sur un projet, il y a une euphorie qui se crée pour les chercheurs, il y a quelque chose qui se crée. Et ça, c'est peut-être aussi une réponse quand on sait qu'on peut développer en sécurité, quand on sait qu'on peut prendre des risques parce qu'on est soutenu, parce qu'il y a de l'argent. Mine de rien, ça développe un positivisme qui fait que ça va plus vite. Et puis, quand on choisit le bon indicateur, et là, l'indicateur important, c'était la vitesse. Oui. C'était pas de négocier le centime qui allait permettre d'avoir un vaccin. Sur cette question des milliards qu'évoque l'ANEIC, elle est quand même clé. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment les États-Unis et aussi la Grande-Bretagne et un petit peu Israël, en termes de volume d'argent, ont accepté de miser sur des trucs qu'on n'avait aucune idée si ça allait marcher. Il y a 4 techniques principales, ils ont mis des milliards sur l'ensemble, effectivement. Il n'y a pas eu de choix, parce qu'on a fait ce choix de mettre énormément d'argent. Là, pour le coup, il y a eu un quoi qu'il en coûte qui a été mis sur le développement des vaccins, plus que sur le soutien à l'économie, pour ce qui est de la... C'est la R&D. C'est ça la R&D en fait. On avait un peu oublié chez nous, on voyait les budgets des boîtes françaises qui diminuaient drastiquement parce qu'on met de moins en moins d'argent dans la R&D. Les nouveaux modèles. Ça marche pas à tous les coups, vous voulez dire la R&D. Exactement. Nous, je sais pas, il y a plein de choses qu'on fait tous les jours, qu'on teste. Et puis finalement, ça n'ira pas plus loin, quoi. Mais au moins, on teste, on regarde et on regarde, et ça fait partie de notre esprit moderne d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Avec, dans tous les cas, en l'occurrence, y compris aux États-Unis et en Grande-Bretagne, avec l'argent du contribuable. Enfin, je veux dire, c'est l'État qui a financé, en tout cas, qui a financé la prise de risque des labos et notamment la construction des unités, préparer la production, alors qu'on ne savait même pas si le vaccin allait être efficace. Il valait mieux. Je pense qu'il y a un risque qui valait la peine, puisque on savait que statistiquement, on allait trouver quelque chose. Donc à partir du moment où on investissait suffisamment et suffisamment large pour qu'il y ait une opportunité statistique, là on changeait quelque chose. Et en questionnant l'argent du contribuable, je dirais qu'à mon avis, c'était quelque chose qui était un investissement assez utile. Imaginons qu'il nous faille encore 7 ou 8 ans avant de pouvoir trouver l'immunité collective. Est-ce que ça veut dire que désormais, y compris dans l'univers de la santé et de la pharmacie, tout ira plus vite, tout ira aussi vite que ça? Par exemple, la recherche contre le cancer.
très différent. C'est pas une maladie contagieuse, le cancer. La Covid-19, oui. Donc potentiellement, quand on est en pleine santé, on n'est pas immédiatement concerné par le... Est-ce qu'on peut... Manifestement, on n'a pas dépensé aussi vite autant d'argent tous les ans depuis 30 ans sur le cancer. Là, c'est parce que c'est une maladie contagieuse, donc tout le monde s'est sorti concerné. Il y a un effet opinion, évidemment, hein, pour reprendre... Et puis, il y a un effet économique qui est clair. C'était Qu'est-ce qu'il y aura comme enseignement de cette vitesse? Qu'est-ce qu'il y aura comme enseignement de cette vitesse? Est-ce que désormais, cette vitesse, c'est quelque chose d'acquis, selon vous, dans l'univers de la santé, par exemple, et de la pharmacie? Qui me brûle les lèvres, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un sentiment de culpabilité? Il est sorti d'un labo dans une ville. On le travaillait depuis longtemps. Ah zut, il y a eu une tempête. Il faut qu'on répète la boulette. Mais ce virus, il a rien d'humain. Il est complètement artificiel. Non, ça, on ne sait pas exactement. Mais on n'est pas sûr. On a beaucoup d'informations, si, quand même. On a quand même pas mal d'informations. On sait d'où il est parti. On voit un petit peu quand ça s'est passé. On n'est quand même pas étranger à tout ça. Hein. Et c'est des programmes de recherche qui sont faits depuis longtemps. Oui, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une hypothèse. Vous avez raison. C'est que ça peut être si c'est une fuite de laboratoire, en l'occurrence, c'est un laboratoire en Chine. Mais d'après ce que. Or, c'est pas les Chinois qui ont financé le plus de l'argent dont on parle. Pas des pays, par rapport à réparer la boulette, je sais à partir du moment où, quand on fait de la R&D dans un coin, que c'est pas bien verrouillé, que ça se passe pas bien, forcément on est coupable. Du coup aussi, d'un seul coup, c'est pas le même engouement pour réparer. Le fameux laboratoire de Wuhan, il a été installé par les Français, d'ailleurs, par Pasteur. François, est-ce que tout ira beaucoup plus vite maintenant? Est-ce que les phases 1, 2, 3 vont aller plus vite maintenant, quelles que soient les maladies demain? Je pense que la bureaucratie est capable de reprendre quand même son cours normal. Oui, parce que là, on a été dans une situation, précisément, c'est intéressant, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a quand même... Il y a eu des coupe-fils partout. Je pense qu'on sera entre les deux. Donc, il y a quand même un certain nombre de nouvelles pratiques qui vont évoluer, j'en suis sûr. Donc, on pourra réduire. Alors maintenant, en revanche, quant à l'ensemble des montants qui seront mis en œuvre pour pouvoir trouver des solutions, ça dépendra un petit peu du business case. Et là, le business case de la Covid-19, il était assez évident, puisque c'était soit une économie totalement à l'arrêt, soit le fait d'essayer de s'en sortir en trouvant un vaccin. Question très compliquée, auquel je pense, mais vous n'avez peut-être pas de réponse ou d'idée. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on pourrait imaginer une espèce d'accélération dingue de la recherche, le climat, ou de la R&D en général? Le climat. Aujourd'hui, on sait très bien. Parce que le climat, on ne trouve pas en 3 semaines, qu'on n'a pas. On ne trouve pas en 3 semaines, mais on sait que l'on a besoin de nouvelles technologies. On a une idée assez claire des types de solutions qu'il faut faire. On a une idée des types d'actions qu'il faut prendre aussi, le planning familial, des choses comme ça. Et on ne s'en sortira pas sans nouvelles technologies. On sait où il faut aller chercher. On ne sait pas ce qui va marcher, mais on sait où il faut aller chercher. Donc là, je pense qu'on a à nouveau une prise de conscience, et le sommet de la semaine dernière avec de nouveaux engagements peut être quand même une opportunité pour enclencher quelque chose véritablement de massif et donc potentiellement nous en sortir. Donc là, moi, je le vois avec plutôt pas mal un aspect assez positif par rapport à notre capacité à nous mobiliser. Vous entendu, on a vu avec la crise sanitaire que quand on se mobilise avec beaucoup d'argent, avec tout le monde essayant d'aller dans le même sens, etc., on arrive à quelque chose. Ce que vous nous dites, c'est que on devrait pouvoir être capable d'en tirer quelques enseignements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Absolument. Et quand je vois le fait que malgré les tensions qui existent entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et la Russie, ils arrivent à se mettre autour d'une table, gardons espoir. Votre sentiment là-dessus, Yannick? La question, c'était est-ce qu'il y a d'autres domaines où effectivement on pourrait imaginer une accélération? Je ne peux pas m'empêcher, et je regrette tellement cette remarque, mais je ne peux pas m'empêcher de penser... Avant même de l'avoir dit. Exactement. Compte de résultats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des revenus associés, il y a de l'espoir. Donc, soit on construit correctement les revenus,
et ce qui était le cas là aujourd'hui avec les milliards de doses, on sait que au bout d'un certain moment, ça vient couvrir un certain montant de la recherche, des dépenses, et on a un PNL qui est positif, donc on a un résultat qui est vous positif. dites qu'il y a un modèle économique du point de vue des laboratoires, y compris d'engranger en amont des sommes très importantes en recherche. C'est pour ça que je parlais du cancer. Il n'y a pas de doute que s'il y avait des pas de géants accomplis dans le traitement des cancers, il y aura des marchés formidables, puisque pour le coup, c'est une maladie en plus qui concerne les pays riches aussi. Paraît-il que l'ARN messager, du coup, c'est assez intéressant justement pour mais la plupart des recherches étaient précisément, je crois, engagées dans la recherche contre le cancer, pas du tout contre le coronavirus. Là, ce qui peut se passer, et là je rejoins assez volontiers François sur le côté positif, c'est que une découverte on appelle souvent une autre. On est dans un cycle aussi d'un seul coup où là, d'un seul coup, celui qui a vu l'ARN messager et puis il a envie de le transformer pour le cancer du sein, peut-être qu'il va avoir dans cette spirale d'euphorie, de créativité qui a marché, il a envie d'essayer, on lui donne que 100 000 euros mais ça lui suffit, parce qu'il est bien avancé déjà sur ses travaux. Peut-être qu'il y a plein de découvertes qui vont avancer là grâce à ce que s'est passé en ce moment. Est-ce que les investisseurs, après avoir vu l'évolution des cours de bourse de Pfizer, de BioNTech encore plus, puisque c'était plus petit, de Moderna, etc., du coup, sont aujourd'hui motivés pour financer toutes sortes de Moderna recherches. Bien compris, parce qu'ils ont déjà annoncé l'arrivée de nouveaux procédés, donc je pense qu'ils sont... Moderna, c'est leur premier produit, c'est une boîte qui existe depuis 10 ans, je crois, un peu plus. Ils n'ont jamais eu de chiffre d'affaires, ils ont dépensé des milliards de dollars. Ça tombe bien. C'est une belle success story. Donc c'est un cas d'école positif. Business case, quoi. Business case, à condition qu'on ne soit pas bloqué, je pense là en particulier à l'Europe, par le principe de précaution. Je pense que c'est quand même... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de précaution. Par rapport à l'innovation, c'est un vrai souci auquel il faut que nous fassions notamment attention. Sur les recherches dès que ça touche à la génétique. Mais à la génétique, et vous avez toutes les questions sur les OGM. Il y a aujourd'hui toute une activité qui va être en plein boom dans les années qui viennent, qui est la biologie synthétique, et qui va être critique pour nous en sortir et pour être capable de nourrir la planète en ayant un impact environnemental très limité. Aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire de recherche sur les OGM en Europe. C'est une catastrophe. Oui. Encore moins en France d'ailleurs. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, tous les deux, vous aussi également, s'il vous plaît. On se retrouve dans un instant. On va parler cinéma. Vous allez voir pourquoi. On va commenter le palmarès des Oscars. C'était hier soir à Los Angeles. Retour dans Light et Smart, merci de rester avec nous. Une page inhabituelle, une page cinéma ce soir dans Light et Smart. Hier soir, Los Angeles, c'était les Oscars, la soirée des Oscars, 93e du nom, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Il y a eu des petits cocoricots ce matin dans les médias français parce que Florian Zeller a eu droit à 2 Oscars indirectement. Un pour lui en tant qu'auteur de The Father avec Anthony Hopkins tiré de sa propre pièce, Le Père. Et l'Oscar pour aussi de l'interprétation masculine pour Anthony Hopkins qui tient le rôle titre dans ce film. Et puis le film principal lauréat de la soirée d'hier soir, c'est un film qui s'appelle Nomadland, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Nomadland également, qui a été réalisé par une américano-chinoise qui s'appelle Chloé Zhao, et avec dans le rôle titre Frances McDormand, qui est donc, on a eu à la fois le meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. C'est donc ce film Nomadland le principal lauréat de cette soirée. Et donc ce commentateur sur Twitter qui nous dit pour son rôle, Frances McDormand a réellement vécu, je veux dire un mot sur l'histoire, dans un van pendant 5 mois et s'est déplacée à travers 7 États des États-Unis. Elle a effectué des petits boulots, récolte de betteraves et emballage de colis Amazon. Précisément, ce Nomadland, c'est décrit le livre puis le film, décrit ces travailleurs précaires, nomades, qui notamment à la suite de la crise des subprimes à la fin des années 2000 ont perdu leur domicile. Ce sont pas devenus des sans-abri, mais des sans-maison, voilà, en vivant souvent dans un camping-car, etc. Et en se déplaçant dans tous les États-Unis, ou une partie de petit boulot en petit boulot, mais en faisant une vie, une espèce de logique. On va voir le film. Normalement, il est censé, je dis censé, parce qu'il y a toujours des points d'interrogation sur la réouverture des cinémas en France. Il est censé sortir en France le 9 juin. Tout de suite, voilà, pour vous faire une idée de l'ambiance, quelques images de la bande-annonce. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. Well,
mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Voilà, très très rapide, mais effectivement, vous comprenez l'idée, l'ambiance voilà, de ces travailleurs, travailleuses, en l'occurrence plutôt âgés, mais pas exclusivement. Je n'ai pas vu le film encore une fois, mais j'ai lu le livre, qui se trouve une vie de nomade, qui fonctionne à peu près. Hein, c'est pas le pire de la misère aux États-Unis. On est très très loin d'être dans la prospérité, évidemment. Et voilà, je trouvais intéressant de poser la question sur ce nomadisme. Alors, chez nous, on parle beaucoup de mobilité, hein, on parle moins de nomadisme, enfin en tout cas pas dans cette acception-là du terme. Il y a eu un commentaire d'un économiste, Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, qui nous dit, c'est un film incroyable, manifestement il l'a vu, tant mieux pour lui, qui nous dit ça nous rappelle le besoin d'une prospérité partagée, et on ne peut pas vivre dans un monde avec autant de contrastes, sous-entendu autant d'inégalités. Les gouvernants doivent faire ce qu'il faut pour non seulement répondre à la pandémie, mais aussi réparer le tissu social. François, est-ce que c'est imaginable, mettre les pieds dans le plat, que cette espèce d'économie nomade où des travailleurs indépendants vivent de petits boulots, c'est à la fois de l'agriculture quand il faut récolter en fonction des saisons, mais un coup ça peut aussi être garder un camping, un coup ça va être évidemment de travailler dans des entrepôts type Amazon, j'ai dit type Amazon parce qu'il n'y a pas qu'Amazon. Est-ce que ça c'est quelque chose, je dis souvent que tout ce qui se passe là-bas vient chez nous un jour, est-ce que ça c'est imaginable chez nous, est-ce que le système social est trop différent? Non, alors déjà je pense que je pense que vous posez deux questions qui sont de nature différente. La précarité a augmenté de manière très significative, et non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, par rapport à tous ces petits boulots, une question qui est assez fondamentale de tissu social et de comment est-ce qu'on le répare. Et qui est, selon moi, un petit peu différent du nomadisme, parce que le nomadisme au sein de l'entreprise est beaucoup plus fait de personnes qui ont la possibilité, on parle des nomades digitaux ou des slowmades digitaux, parce qu'ils vont d'un endroit à un autre de manière un peu moins rapide. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que la précarité, de l'autre côté, elle limite énormément le nomadisme, parce qu'il faut au contraire qu'il y ait beaucoup de solidarité qui se mettent en place. Et donc, il est difficile pour quelqu'un de se déplacer de 50 km ou de 100 km, parce que qui va garder les enfants? Comment est-ce que... C'est pour ça que le livre et le film, c'est plutôt des grands-parents, c'est plutôt des 60+, qui ont plus ces exigences-là, ces contraintes-là. Cette question de solidarité... Oui, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, il est difficile pour quelqu'un qui a plus de 55 ans de garder un emploi quand il est en précarité. Bien sûr. Et d'en trouver un dans notre système social. Donc je pense qu'il faut regarder la précarité d'un côté et le nomadisme de l'autre. Le nomadisme étant dans notre, pays, davantage le fait de classes aisées ou expertes qui se disent maintenant le télétravail, puis j'ai envie de devenir plutôt freelance pour pouvoir choisir ce que je fais, être davantage maître de ma vie. Donc la précarité, évidemment, c'est arrivé chez nous, malheureusement. Ce nomadisme spécifique, vous le pensez encore très américain, compte tenu de la différence pour les points précaires, pour les précaires, oui. En revanche, on voit aujourd'hui avec le télétravail, les autres, tout un ensemble de personnes très qualifiées qui se disent finalement, je vais reprendre davantage le contrôle de ma vie. C'est au moins ce qu'ils pensent. Lénaïque, votre regard à vous, je précise que c'est intéressant, votre modèle d'entreprise, vous travaillez avec des indépendants. Alors c'est pas du tout le Nomadland du film ou du livre, mais voilà, c'est pas inintéressant par rapport à votre métier. Deux réflexions. La première, c'est quand même, on voit que ces gens 50 et plus qui n'ont plus de chez eux sont victimes aussi du prix du logement et du coût de l'accès au logement. Donc nous, Cocoon, qui accompagnons des gens, les primo-accédants à la location, on les accompagne jusqu'à la signature du bail, on est confronté à des gens qui n'ont plus le droit d'acheter ou qui ont perdu leur chez eux parce qu'ils avaient hypothéqué pour prendre des risques et puis que ça a raté. J'ai en date une boulangère, son mari... quelqu'un qui était dans une banque et son mari était boulanger, il avait emprunté, il avait hypothéqué sa maison, il a raté le lancement de sa boulangerie, ils ont dû revendre la maison
Et maintenant, ils cherchent des locations. Limite, ils ont des problèmes de couple. Rappelons aussi que dans ce film, les gens ne sont pas forcément en famille. Donc, on a plusieurs choses qui sont effectivement mélangées dans ce film. Donc, l'accès au logement. Et c'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est que les gens vont aller habiter un peu plus loin. Voilà. Et du coup, c'est possible grâce au télétravail. Et alors après, deuxième point, effectivement, nous, le nomadisme, on adore, mais celui qui est choisi, celui qui est vécu comme une liberté et comme un peu un sentiment d'optimiser la qualité de son temps, qui est quand même notre première valeur chez Cocoon. Et effectivement, on vient d'officialiser un partenariat avec Freebie, qui donne des solutions pour mieux gérer, pour les freelances, pour gérer leur productivité, etc. On est au cœur du système de cette nouvelle forme de collaboration du travail. Nos cocooners sont freelance, revendiquent leur liberté. Par contre, on les accompagne. C'est-à-dire que la Cocoon Academy, on l'a créée, c'est un organe extraordinaire qui est inépuisable, qui dispense du savoir en permanence pour accompagner, parce que finalement, il faut quand même réinventer le lien social. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rapport dans l'entreprise, on manque quand même d'une petite réunion de temps en temps. Rappelons-nous les vieux modèles de commerciaux où tous les commerciaux de la France remontaient pour un événement. Nous, nos cocooners, on pourrait dire que... Il n'y a plus d'événements, donc ça s'est réglé. Bah ouais, mais du coup, on en fabrique d'autres. Oui. À travers la Cocoon Academy, on en fabrique d'autres. On a toujours nos programmes digitaux, là, on a les Talking to Cocooners, etc. Donc on continue, nous, de recruter des cocooners en ce moment, d'ailleurs, qui sont justement libres, qui aiment ce côté auto-entrepreneur, nomade, qui bossent quand ils ont besoin de bosser, parce que aussi ils ont un choix de vie, peut-être de s'occuper des enfants, ou de s'occuper du jardin, ou de profiter du soleil. C'est du nomadisme non seulement choisi, mais revendiqué, voulu. Enfin, en tout cas, ou parfois c'est quand même face à la situation qu'on prend cette direction-là comme un moindre mal. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a ceux qui vont compléter leurs revenus. Qui est un peu subi et en même temps ils y trouvent un système humain intéressant. Et puis il y a ceux qui veulent faire que ça parce que c'est que de l'humain, c'est facile à faire parce qu'on les aide correctement, on a déchargé de l'administratif, etc. Et du coup, eux, et ça leur plaît parce qu'à 18h, ils ont fini, ils pourront s'occuper des enfants, parce qu'ils peuvent concilier d'autres choses. Je crois que ce qu'a dit aussi la pandémie, c'est que le rapport au temps et à l'espace a changé. Et du coup, forcément, il y a plein de questionnements qui appellent à des nouvelles façons de vivre. Mais on a fait une étude sur les freelances récemment qui montre en effet que c'est un choix, qu'ils revendiquent cette liberté, que ce sont, et qui sont aussi très à même, ils utilisent les méthodes agiles, ils sont favorables au télétravail, ils se forment eux-mêmes quand avec Cocoon. Non, c'est super. Mais c'est vrai et ça marche pour des gens qui ont déjà des qualifications qui sont assez fortes et qui ont une capacité à structurer et à se discipliner qui est assez forte aussi. Parce que leurs clients de l'autre côté disent « Ah ben oui, nous on les prend parce qu'on les appelle quand on en a besoin. » Et puis ils ont une expertise qui vient enrichir notre propre... nos équipes, etc. Mais reconnaissons malgré tout qu'on est assez loin de Nomadland. On est dans un nomadisme ou un freelance qui est beaucoup plus favorable dans des classes Évidemment. Beaucoup plus aisées. Alors justement, pour essayer de revenir au nomadisme type Nomadland, le livre et le film, il y a des différences. Alors on a toujours dit, par exemple, que les Américains étaient beaucoup plus mobiles que les Français. C'est-à-dire que c'était un grand classique, mais depuis des décennies, effectivement, qu'un Américain, il n'allait pas hésiter à traverser le pays pour trouver un job, alors que chez nous, il fallait faire 15 km, c'était bon. Donc là, déjà, c'est une différence culturelle assez majeure. En revanche, aujourd'hui, on a, alors je ne sais pas s'il y en a sûrement pas autant qu'aux États-Unis, des entrepôts Amazon ou des entrepôts de type Amazon, mais il y en a quand même de plus en plus, avec une gestion des effectifs qui est très variable en fonction des saisons. Évidemment que l'activité dans les entrepôts, elle est beaucoup plus importante au moment des fêtes, au moment d'achat, de consommation plus fort. Est-ce que... En théorie, est-ce que c'est imaginable d'imaginer d'avoir demain des précaires qui vont vous pouvez d'un entrepôt on Amazon peut chez nous, comme dans le livre, comme dans le film. Prenez Uber, prenez Deliveroo. Donc il y a quand même ce lumpenprolétariat qui est en train d'émerger. Et je pense que ça pose des questions qui est renforcée, alors pas dans ce cas spécifique, mais par le télétravail ou par le digital, qui met
je dirais, alors je ne vais pas faire de la philosophie de comptoir, mais un petit peu de distance par rapport au bien commun et par rapport, est-ce que je fais vraiment partie de ce groupe? Donc il y a des choses qui, à mon avis, sont en train de se jouer, qui peuvent avoir un impact long terme sur la vie de la cité et sur lesquels on risque de se retrouver en difficulté. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qui est en train de se passer et j'invite, oui, les sociologues, et je suis sûr qu'il y a un grand nombre d'entre eux qui se penchent sur ces sujets. Est-ce que vous êtes parliez d'immobilier, c'est votre métier, Lénaïque. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que, enfin, il y en a sûrement déjà, mais est-ce que c'est marginal ou est-ce que ça peut devenir significatif? Cette génération de gens, 55, 60 ans, qui n'ont plus trop ou plus du tout les moyens d'avoir une maison à eux parce que les prix sont ce qu'ils sont, à part dans des endroits très, très isolés, alors, c'est un peu les saisonniers, hein, il y a des saisonniers plutôt jeunes en l'occurrence qui vont peut-être l'hiver au ski quand il y avait du ski, l'été au bord de la mer pour différents types d'activités elles aussi saisonnières, et puis on se déplace. Est-ce qu'on sait s'il y a une génération où il y a de l'évolution dans les modes de vie des gens qui ne peuvent plus du tout se loger, qui préfèrent le camping-car ou le trailer, pour utiliser un terme américain. Pour l'instant, ce qu'on observe, nous, sur ces vies un peu aventureuses, c'est qu'ils sont quand même partie prenante de l'aventure. Ils préfèrent ne pas avoir d'épargne à la fin de l'aventure et avoir habité dans le logement qui coûte cher, proche du bar ou proche de la cueillette ou proche du truc, que aller vraiment dans un camping-car. Cet effort-là, il n'est pas prêt. Deuxième chose, dans les entreprises qui nous font confiance, on en voit certains, des gens accidentés, qui ont des accidents de la vie, mais il y a quand même beaucoup de conscience qui est en train d'arriver avec la marque employeur, avec les DRH qui font un boulot formidable, où là, du coup, on accompagne quand même, il y a une solidarité, on accompagne, on ne va pas le laisser crever, en fait. On ne va pas le laisser dans son coin, il y a ce truc qui arrive. Et du coup, au début, mais au bout de quelques années... s'il n'est plus dans la boîte, je m'inquiéterais pour lui. Oui, parce que c'est la boîte qui prend le rôle, en fait, de tampon social, en fait, en ce moment. Voilà ce qui se passe. La marque employeur, aujourd'hui, elle dit quoi? Elle dit, mais moi, dans tes grands moments de vie, je t'accompagne, en fait. En tout cas, nous, Cocoon, c'est ce qu'on propose à travers une logique de logement. Non, mais quand on a encore un DRH avec qui téléphoner ou faire envoyer un mail ou discuter, j'ai envie de dire, on n'est pas encore dans les problèmes, c'est qu'on est déjà proche de vous, encore dans la boîte ou proche ou depuis peu de temps. Pour résumer, je ne veux pas vous embêter toute la fin d'émission avec ça, mais voilà, ce sujet m'amuse. Est-ce que nos modèles sociaux, et notamment chez nous, ouais, justement, quand même pour vous rassurer. Ouais. On a quand même créé, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment avec nos partenaires d'Action Logement, qui sont donc du coup émanés de cette confédération du bâtiment, le 1% logement, etc. C'est le sujet justement. Et ben voilà, il y a des logements sociaux. On en a fait un peu le tour, on sait un petit peu de ça. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux logements conventionnés qui sont ce qu'on appelle des logements intermédiaires et qui permettent de répondre à plein d'accidents de la vie. Par exemple, la séparation, famille monoparentale, j'ai 4 enfants, je ne peux plus me payer un truc. Bon, tout ça, il y a de plus en plus de choses qui sont construites et il y a de plus en plus de prise de conscience pour ces accidentés-là. Et quelque donc, ce que vous dites, c'est que globalement, quand même, malgré tout, notre modèle social, vous évoquez Action Logement, vous évoquez le 1% logement, il exclut à date une espèce de nomadisation paupérisée, a fortiori quand on se rapproche des années... et puis je vous l'avais dit en mille, vous êtes collaborateur dans une entreprise, vous découvrez que votre collègue il habite dans un camion, vous ne le laissez pas. Oui. Ouais, il y a ça en France encore. Donc... vous excluez aussi ça? Non, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une solidarité qui est quand même encore assez forte, mais il faut la garder et donc faire attention à l'individualisation vers laquelle nous allons. Je partage. Il faut vraiment. Cela dit, le livre, et je pense le film aussi, montre aussi qu'il y a une espèce de solidarité entre ces nomades qui se regroupent, qui se retrouvent tous les ans parce que c'est la saison, je sais pas quoi, des betteraves dans tel endroit, tous les ans parce que cet entrepôt Amazon-là, on sait qu'il va avoir son effectif, qui va faire froid-toit à partir de novembre pour les fêtes de Noël, etc. Encore une fois, j'ai pas vu le film, j'ai lu le livre, mais c'est intéressant. C'est exactement aussi ce qu'on voit quand on est dans effectivement les travails saisonniers. Ouais. Ouais.
Mais ça reste quand même difficile. Je ne sais pas si vous aviez lu le livre de Florence Aubenas il y a quelques... Les quais de Ouistreham, je pense, vous faites allusion. Oui, sur du grand précariat. C'était le précariat en France. Oui. Et donc, on voit bien les difficultés. Vous avez raison, je n'avais pas pensé, mais le parallèle avec le parallèle n'est pas loin. Et en même temps, elle reste dans sa région. Elle reste dans sa région, Normandie, elle est en France. Ouais. Parce que la question de la mobilité est une question qui est beaucoup plus difficile chez nous. Allez, il nous reste 5 minutes. On va changer complètement de perspective, de sujet. C'est l'after. On va évoquer quelques grandes entreprises nationales, Renault, Total, avec des petites actualités comme ça. Allez, c'est l'after, je le disais, 3 actualités pour terminer l'émission. Rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Actualité Total, regardez cette dépêche de l'AFP. Ce matin, le groupe français Total a confirmé la suspension de son gigantesque projet gazier au Mozambique, interrompu après une attaque djihadiste début avril dans le nord du pays, dans le nord du Mozambique. C'est ce qu'a indiqué le groupe dans un communiqué. Il a indiqué qu'il avait déclaré une situation de force majeure et donc demandé, ça n'avait pas encore été le cas, même si le chantier avait été mis à l'arrêt, l'évacuation de l'ensemble des personnels. C'est un projet gazier colossal, c'est en dizaines de milliards de dollars. C'était le plus gros projet en cours chez Total. Alors, ce n'est pas forcément parce que c'est les hydrocarbures en l'occurrence, mais on voit que quand on est une multinationale présente dans nombreux pays, Total a pu avoir des sujets aussi en Birmanie, c'est pas toujours facile la géopolitique à gérer. On voit que faire du business à l'étranger, ça reste parfois très dangereux, très risqué, avec des enjeux financiers importants, je voulais dire. Oui, des enjeux financiers importants. Et humains, en l'occurrence. Et ce qui est clair, ça me donne deux réflexions. Le premier, c'est que les risques pays vont devenir de plus en plus importants. Regardez aujourd'hui, et même dans la manière dont on regarde la Chine, on le regarde de manière très différente de la manière dont on le regardait il y a 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, pour les groupes, la question géopolitique devient une question qui est cœur dans la gestion des risques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'avenir de l'Europe se joue en Afrique. Donc notre capacité à aider l'Afrique à se développer va être absolument critique. Sinon, nous connaissons les vagues démographiques et donc ce sera très difficile. Oui, aider à se développer et en même temps, l'Europe, en tout cas la France, c'est assez présente. Alors pas au Mozambique, pas au Mozambique, au Sahel, contre le djihadisme. On voit que c'est pas facile. Alors, vous êtes pas encore une multinationale, ça viendra. Les naïcs. Merci pour votre confiance. Je vous le souhaite. De temps en temps, on n'aimerait pas être à la tête de grosses boîtes comme ça, quand on a la responsabilité d'équipe, etc. Mais d'ailleurs, bien vu, parce qu'à partir du moment où la vie des gens est en danger, on revient. Ça ne veut pas dire que le projet va complètement capoter, il peut être reporté. Et puis, deuxième chose, effectivement, je partage ce que dit François, c'est que si on continue de creuser les inégalités, forcément, il y aura toujours de l'islamisme ou du djihadisme quelque part. Donc, il faudra gérer ce risque-là en plus et à bon escient avant d'envoyer 20 milliards, parce que c'est effectivement un gros projet, quoi. Oui, pour projet qui était alors c'est malheureux pour le Mozambique, à double titre, là, parce qu'a priori, ce n'est pas souhaitable d'être sous une emprise radicale islamiste. Et puis en plus, c'était un projet qui était de nature à enrichir considérablement le pays, qui avait un peu développé le tourisme, enfin qui reste un pays très pauvre. Allez, rien à voir, je reste avec vous, les naïcs. On change d'industrie. Puis c'est beaucoup plus léger. On passe dans l'automobile. Le nouveau patron de Renault, en assemblée générale, Luca De Meo, il a expliqué qu'il allait brider toutes ses voitures. Les nouvelles Renault seront bridées à 180 km/h. Il y a même une Mégane qui va être bridée à 160. C'est en tout cas ce qu'a annoncé, nous dit le Parisien là, ce matin, le DG du groupe. Plus largement, a-t-il dit, nos véhicules seront équipés d'un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée. Alors, on met en avant une notion de sécurité, évidemment. Vous dites quoi? Joli coup de com', stratégie pertinente. Je dis les deux. Je dis coup de com' et je dis effectivement un tiers des accidents qui sont dus à aussi de la vitesse. Pourquoi pas avoir un régulateur plus marqué? Ça a du sens, toujours pour protéger la vie. Donc, à partir du moment où on protège la vie, je suis plutôt pour. Même si j'aime bien la vitesse. C'est une étape avant d'arriver vers les véhicules autonomes qui protègent beaucoup plus la vie que
les véhicules aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi décider ça aujourd'hui ? C'est parce qu'on n'est pas capable de le faire. Si, a priori, le régulateur de vitesse... Ce qui est intéressant, c'est pas et là je nouveau, rebondis, c'est que... Et les questions de sécurité, c'est pas nouveau non plus. Et le fait que la vitesse, c'est pas... Oui, mais là, il va falloir dire à celui qui a acheté 5 voitures et qui achète la 6e, qui aime bien montrer sa voiture et qui est un peu macho dans la façon de conduire sa voiture, il va falloir lui dire, écoute, le véhicule autonome, c'est ça la classe, c'est le nouveau luxe, c'est le nouveau... Donc on va quand même changer le paradigme, on va changer quand même l'élément, le levier, quoi. Est-ce qu'on imagine le patron de BM, de Mercedes, d'Audi, a fortiori de Porsche, faire de telles annonces ? Vous pensez que c'est le sens de... Vous savez, vous avez maintenant même Aston Martin qui va faire des véhicules électriques, donc je pense qu'il y a une Oui, mais on peut aller tendance... très vite avec une voiture électrique. On peut aller très vite, mais je pense qu'il y a une tendance vers laquelle on se rend compte que quand on est au volant d'une voiture, on n'est pas tout seul, on est au sein d'une communauté, et donc la sécurité des autres compte aussi. Il va être imité, le patron de Renault. Est-ce que si on se revoit dans quelques mois en termes d'annonce, c'est pas pour tout de suite, mais est-ce que vous imaginez qu'une fois qu'un patron de gros constructeurs automobiles a cranté comme ça avec une telle annonce, les journalistes ils vont poser la question à tous ces concurrents. Est-ce que vous faites pareil, etc. Je suis complètement d'accord avec François. La réponse, elle va être beaucoup plus importante. C'est genre véhicule autonome numéro 1, 2, 3, et alors que nous, on n'est que à la limitation de la vitesse. Je pense que il ne faut pas chatouiller les gros Américains sur ces questions-là, je pense. Alors est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire qu'on cache la misère, on n'est pas très bon sur l'autonomie complète. Là, pour le coup, c'est les Américains et peut-être les Chinois. Alors du coup, on cache la misère en disant on va réguler la conduite à 180 km maximum. Je ne connais pas assez bien le secteur pour pouvoir m'exprimer avec autorité. Non, pour voir. Vous pensez qu'on cache la misère ? C'est un peu ce que vous suggériez, c'est vous qui m'avez... Moi, je pense qu'il y a trop de constructeurs encore aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il y a un moment donné, si on en est là, c'est qu'il y a un petit souci. Ouais. Allez, pour terminer, une dépêche là encore de l'AFP ce matin. Les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur ascension en 2020, en dépit de la pandémie Covid-19, atteignant près de 2 000 milliards de dollars selon un rapport de l'Institut national de recherche sur la paix de Stockholm. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous parliez de les questions géopolitiques, le risque de pays, on n'est plus dans le même monde qu'il y a 2-3 ans, ça se traduit, alors on aurait pu, ça se traduit, j'aurais préféré que ce soit l'éducation... En 2020, l'économie s'est arrêtée, à part les dépenses de santé, tout a baissé, sauf le militaire. Et je pense que malheureusement, nous entrons dans un monde qui est de plus en plus fragmenté et qui ressemble peut-être, j'espère me tromper, à celui peut-être de 1910-1911, c'est-à-dire que une étincelle peut déboucher sur une catastrophe. C'est quand même dommage. On est un siècle plus tard. Votre sentiment sur la hausse des dépenses militaires, les naïcs ? S'il y a un poste pour l'antiterrorisme, je trouve ça bien. Si c'est que pour une course à l'armement, je trouve ça inquiétant. Voilà. Ou alors, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il y a une réflexion du dirigeant hongrois qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est qu'il fait la course à l'armement comme une réponse à la pandémie actuelle. Donc, c'est qu'il y a une inquiétude qui grandit et qu'il y a des désirs un peu de faire la guerre pour réparer la crise. Un peu ce qu'on a connu en 14-18 et dans toutes les grandes guerres mondiales, en fait. Mais finalement, est-ce que c'est pas un modèle qui se reproduit et qu'on a déjà connu ou qu'on est déjà en train de connaître si on reprend la théorie de l'arme biologique. Les humains, c'est pas d'hier qui font régulièrement la guerre, malheureusement. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'à la fin. On se retrouve demain, même heure sur Bismarck. Très bonne soirée.